Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, bonjour et bienvenue. Je suis Sylvie Chapelle de la société Excel Group et suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour cette session qui portera sur l'INSEE Sigma et les certifications de compétences. Pour le confort de tous, les micros de vos ordinateurs sont coupés. Cependant, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser via le module de questions-réponses qui se situe en bas à droite de votre écran. Et sachez également que nous vous transmettrons les slides de cette présentation. En introduction, je me permets de vous présenter brièvement notre société. Donc, Excel Group est un cabinet de conseil et de formation. Nous sommes spécialisés dans le domaine de l'excellence opérationnelle. Et depuis 27 ans, notre mission est d'accompagner les entreprises dans leurs projets de transformation pour leur permettre de déployer une véritable culture pérenne de la performance. Tous les consultants formateurs d'Excel disposent d'une expérience terrain opérationnelle vraiment significative dans les démarches Lean et Lean Six Sigma. Aujourd'hui, au cours de cette webconférence, sera donc introduit le Lean Six Sigma, ainsi que les outils associés, l'amélioration des performances suivant le cycle du DMAIC. Nous vous proposerons également un petit quiz de connaissances, donc nous vous invitons à répondre en direct. On poursuivra par quelques exemples de projets dans différents secteurs d'activité et puis seront introduits donc les différents acteurs du Lean Six Sigma suivant les grades et les formations visées. Et nous clôturerons donc cette session par le forum de questions-réponses. Donc on reviendra sur les questions qui auront été posées tout au long de la session. Je cède désormais la parole à Jean-Louis Théron, qui sera aujourd'hui notre animateur. Jean-Louis, bonjour et bienvenue. Oui, bonjour. Tu es donc consultant Master Black Belt Lean Six Sigma. Tu disposes d'une grande expertise dans le domaine du Lean Six Sigma, car ça fait plus de 20 ans que tu aides les entreprises à déployer cette méthodologie. Et tu as d'ailleurs été récemment accrédité par l'IASCC, donc depuis octobre 2015. Tu es donc désormais en mesure d'accompagner les apprenants vers l'obtention d'une certification donc, de compétences Lean Six Sigma. Jean-Louis, c'est à toi. Oui, bonjour et bienvenue à tous les internautes qui nous rejoignent. Merci Sylvie pour cette introduction. Nous allons donc commencer par le Lean Six Sigma. Excel Group est un groupe qui a été fondé à Grenoble. Vous voyez ici un noyer sur l'écran. Petit clin d'œil à nos origines. Un arbre qui représente différents fruits à différentes hauteurs. La récolte facile. Les fruits à portée de main, les fruits de masse et les meilleurs fruits qui sont au sommet de l'arbre. Les différentes méthodologies vont viser à l'amélioration des performances du processus, tout en bas des outils Just Do It, faites-le simplement sans formaline particulier. Ensuite, pour les fruits à portée de main, des méthodologies de résolution de problèmes. Et pour les fruits de masse et les meilleurs fruits, des méthodologies éprouvées, développé sous deux volets, le Lean Toyota dans les années 1960, le Six Sigma Motorola dans les années 1980 et la jonction des deux ensuite. 3 principes d'action pour le Lean qui visent à réduire les gaspillages et les non-valeurs ajoutées, comme vous le voyez sur la gauche de l'écran, afin d'atteindre des objectifs de productivité, fluidité, agilité et vélocité du processus. Donc, principes d'action que nous utilisons dans toutes nos interventions de formation et de conseil, qui sont la remise en cause permanente, le juste nécessaire et l'intelligence collective en utilisant le savoir de tous, notamment sur le terrain. Toyota définit également les muda, les muri et les mura, donc ce sont des mots japonais pour indiquer tout ce qui est nuisible dans le processus de développement des produits. Les principaux concepts du Six Sigma, par ailleurs, sont donc de traiter ce qui est indiqué en bas de l'écran, c'est-à-dire la dispersion, la variation des paramètres du processus qui nuit à la qualité. Ça s'est développé effectivement d'abord dans des entreprises comme Motorola, où la grande densité des composants électroniques
élémentaire sur une carte posait un problème, c'est-à-dire si un composant est défaillant, la carte peut être tout entière défaillante. Donc il fallait absolument traquer les moindres défauts. Le Lean Six Sigma donc s'appuie sur ce Six Sigma, hein, sorti dans les années 1980, comme je l'indiquais tout à l'heure. Écouter soigneusement le client de manière à prendre en compte son besoin de manière quantifiée, et il y a des outils spécifiques pour cela. Prendre en compte le fait que tout processus varie, tenir compte des causes de variabilité qui sont isolées ou récurrentes et trouver les bons moyens de traiter les causes racines de cette variabilité. Et puis chercher surtout à maîtriser cette variation lors de l'amélioration du processus, lors du choix des solutions à l'aide des paramètres du processus qu'on appelle traditionnellement les X, donc qui sont des paramètres sur lesquels on va pouvoir jouer. On va donc s'appuyer sur le fait qu'on peut mesurer et analyser un processus et modéliser ce processus de manière à le piloter de manière prédictive. Bien sûr, le Six Sigma demande à pouvoir capturer des données sur un processus, premièrement, et un nombre suffisant de données, deuxièmement, sur ce processus. L'association du Lean et du Six Sigma, qui est représentée sur cet écran, indique donc la partie Lean et la partie Six Sigma conjuguées dans un même cycle. Il ne faut pas qu'il y ait de méprise sur la question, il ne s'agit pas de l'ensemble d'une démarche pluriannuelle Lean et d'un projet Six Sigma, il s'agit à l'intérieur d'un projet Six Sigma qui sera fait, comme nous le verrons, sur une méthodologie qu'on appelle le DMAIC. Il s'agit d'importer et d'ajouter des outils du Lean qui sont utiles pour illustrer des problématiques, déblayer le terrain en matière de gaspillage résiduel sur le processus. Donc à la fois créer de la valeur attendue en supprimant des tâches sans valeur ajoutée, rechercher des flux sans à-coups, ce sont des buts du Lean, mais aussi maîtriser la variabilité qui perturbe le processus. Et donc le Lean Six Sigma associe ces deux méthodes dans une conduite de projet bien coordonnée. Nous le voyons ici sur cet écran qui résume la problématique à l'aide d'un processus qui est représenté sur le haut de l'écran. Plusieurs postes de travail successifs, chacun d'entre eux a un temps de cycle au poste qui est indiqué en haut de la barre bleue, donc 20 secondes pour le poste 1, 18 secondes pour le poste 4. La cadence fixée par les arrivées, la demande client s'établit à 20 secondes, c'est ce qu'on appelle le takt time, c'est-à-dire le rythme des arrivées de la demande client, et on a ici le poste 2 qui dépasse clairement le takt time. Donc est-ce qu'on va pouvoir répondre aux besoins? Non, puisque des encours vont s'accumuler. Il va donc falloir réduire ce poste 2, le temps de notamment à non-valeur ajoutée, et optimiser éventuellement le temps en valeur ajoutée. Tout cela, c'est du Lean classique. Mais s'y ajoute le fait qu'on peut aussi éclairer la variabilité interne au poste 2. C'est-à-dire que si ce 21,8 est une moyenne ou une médiane des valeurs constatées au fil du temps, il y a peut-être, comme c'est indiqué dans l'ellipse en bas de l'écran, une variabilité intra-poste qui vaut la peine de regarder. Et puis il y a également une autre source de variabilité, c'est que le flux des commandes n'est pas constant, c'est indiqué en bas à gauche de l'écran. Donc cet axe variabilité à la fois des entrées et des facteurs du processus peut venir perturber également les performances du processus. Donc le Lean Six Sigma va adresser ces deux problématiques. Quelques exemples d'outils associés. La Value Stream Mapping ou cartographie des flux de valeur, c'est un outil du Lean. C'est un outil qu'on emploie volontiers sur l'ensemble d'un processus et même d'un site ou d'une entreprise. Dans le cadre du Lean Six Sigma, pour illustrer le propos, on va utiliser la Value Stream Mapping, cette carte de flux de valeur, seulement sur la portée du processus à améliorer. C'est ce qui fait la différence avec une démarche Lean d'ensemble où on va l'employer à l'échelle de la business unit ou du site. L'analyse de déroulement est un outil également du Lean qui est intéressant pour repérer le temps à valeur ajoutée et le temps à non-valeur ajoutée. Et souvent, c'est ce qui permet d'éclairer le déroulement d'un processus, particulièrement s'il y a des aspects temporels. La standardisation, c'est bien sûr un outil du Lean aussi, mais qui va servir, puisque on va raisonner en Six Sigma sur les écarts au standard, et c'est-à-dire les situations dans lesquelles on n'a pas respecté le standard et leurs conséquences sur la variabilité des performances du processus. Donc la standardisation, bien sûr, est vue comme étant un outil indispensable au moment du déploiement des solutions, mais ce qui va nous intéresser, c'est justement les écarts au standard et la quantification de ces écarts au standard. Donc là, il y a un apport
de maîtrise de variabilité sur lequel le Six Sigma est précieux. Et puis, l'analyse de la variabilité a été modélisée par Genichi Taguchi, un des nombreux penseurs japonais qui a travaillé sur l'organisation industrielle et l'organisation de la performance. Et Taguchi a montré que toute variation par rapport à la cible visée faisait augmenter les coûts, alors même que le raisonnement traditionnel est de se dire si on est dans un intervalle de tolérance entre la spécification inférieure et la spécification supérieure, tout va bien. Et Taguchi est allé plus loin et en démontrant que le coût de non-qualité en fait augmente quand on s'écarte de la cible. Donc il y a tout un champ pour les statistiques du Six Sigma actuelles, mais aussi à venir, puisque des travaux récents montrent l'importance de cet écart vis-à-vis de la cible. Et je pense que ce sera un champ d'amélioration aussi au fil des années qui viennent. Parmi les outils, il y a également des outils propres effectivement au Six Sigma, donc les statistiques descriptives, représentations graphiques de tous ordres, la capacité aussi de faire des tests d'hypothèse, d'être capable d'indiquer s'il y a par exemple sur les schémas qui sont ici, le schéma du milieu, entre les nuages de points qui sont représentés sous forme de stries rouges sur le schéma, y a-t-il une différence entre les moyennes, y a-t-il une différence entre les variations, et est-ce qu'on peut trouver un modèle prédictif, c'est-à-dire est-ce qu'on peut finalement prévoir la sortie du processus en fonction du réglage des paramètres. Parfois, on est amené aussi à faire ce qu'on appelle un plan d'expérience, c'est-à-dire pousser le processus dans les coins sur des valeurs extrêmes en tirant des conclusions de ces résultats. Voilà. Ce qui est important en termes de conduite de projet dans le Lean Six Sigma, c'est aussi l'amélioration des performances en 5 phases. Donc ce qui a fait le succès, une des choses qui a fait le succès du DMAIC, eh bien ça a été son application très concrète au niveau du déroulement d'un projet, c'est-à-dire qu'un projet Six Sigma se déroule en 5 phases qui s'intitulent définir, mesurer, analyser, innover mais au sens d'améliorer, c'est la traduction de l'anglais improve, contrôler mais au sens de maîtriser, c'est la traduction de l'anglais control, donc il s'agit de faux amis. Qu'est-ce qu'on va vouloir faire? Donc bien définir le processus, les attentes du client, s'assurer de ce que chacun attend vraiment, mesurer ensuite les variables, notamment ces fameux paramètres X et les sorties Y pour avoir des éléments statistiques significatifs, analyser ensuite pour trouver les causes des gaspillages, des non-valeurs ajoutées, mais aussi les causes des variations qui sont néfastes, quantifier l'influence de ces variations, trouver un modèle statistique. Ensuite, revenir au déploiement des solutions pratiques fondées sur le modèle statistique, s'assurer que ces solutions sont efficaces et ensuite mettre sous contrôle, dans la dernière phase, le processus amélioré lorsqu'il est stable et robuste au fil du temps. J'insiste également sur ce qui est en bas à droite de l'écran, qui représente les rôles importants, parce que je crois qu'un des facteurs de succès du Six Sigma et du Lean Six Sigma, c'est précisément ces rôles-là. Il y a des rôles techniques, ce sont les 5 premiers, donc White Belt, toute personne dans l'entreprise connaît l'impact néfaste de la variabilité. Yellow Belt, on est capable de utiliser le DMAIC pour de la résolution de problèmes, donc c'est les fruits à portée de main de l'arbre de tout à l'heure. Green Belt et Black Belt sont des chefs de projet pour ce qu'on appelle, on pourrait appeler des projets simples et des projets complexes. Je reprends les termes de la norme AFNOR, mais il s'agit déjà d'une avancée conséquente en mode percé. Green Belt, ceinture verte, Black Belt, ceinture noire. Les fondateurs du Six Sigma étaient des fanatiques d'arts martiaux, donc ils ont cherché un système de ceinture et donc ils ont employé cela. Master Black Belt, c'est un expert de la méthodologie et de la conduite du changement qui, lui, vient dans une entreprise en général de taille importante, coordonner le travail du réseau des Green Belt et des Black Belt. Et on retrouve au sommet de cette pyramide des rôles 2 rôles qui sont exogènes, externes à l'équipe elle-même, qui sont des managers. Le champion, qui est un vis-à-vis direct du chef de projet, le sponsor, qui est un commanditaire, et chacun des deux a des obligations précises dans le cadre de la méthodologie pour faciliter le travail du chef de projet. Le chef de projet n'a pas forcément un rôle hiérarchique sur les membres de l'équipe, il est bien souvent en mode transverse. Il a donc besoin de l'appui des managers, et cet appui est matérialisé, ritualisé par le biais de ces rôles. Donc ce sont là des points importants. Vous voyez également les pointillés à la fin de chacune des phases, et on aurait pu mettre un pointillé après la phase contrôlée, parce qu'en fait, il y a 5 revues de projet qui sont un point d'échange
formelle, mais pas seulement formelle, pour se dire est-ce qu'on a bien réalisé toutes les actions de la phase avant de passer à la phase suivante. Très franchement, la méthodologie d'MAIC avec les meilleurs outils faits en 40 ou 50 ans d'expérience industrielle, le fonctionnement participatif, le principe des revues aux jalons essentiels et les rôles qui sont indiqués dans la pyramide, pour moi, c'est ça. C'est tout simple. Ça paraît du bon sens, mais c'est la mise en œuvre de ça en prenant au mot ces principes qui a fait une grande part du succès de cette méthodologie dans l'ensemble des continents et des secteurs. Quelques détails sur les étapes qui constituent les différentes phases. Donc nous avons ici la phase définir. Au cours de cette phase définir, on va effectivement décrire le processus, à améliorer, cadrer ce processus-là, établir une charte, identifier des ressources, interroger les clients internes ou externes sur leurs besoins, préciser les causes potentielles de manière à aller beaucoup plus loin qu'un mandat général et tout cela pour décider de continuer. Je vois qu'une question se pose sur le chat et j'y réponds tout de suite. Est-ce que l'analyse des causes peut se faire au travers d'outils comme les 5M? Bien sûr. Bien sûr, 5M à tous les étages, 5M sur les étapes du processus décrit. Lorsque on cartographie le processus en marchant le long du processus, ce qu'on appelle le Gemba Walk en ligne, eh bien, on va le faire à travers un outil descriptif qui peut être un logigramme, un diagramme de flux, une analyse du déroulement, une VSM. Chaque fois qu'il y a une cause potentielle de variabilité des sorties ou de création d'un gaspillage ou d'une non-valeur ajoutée, on va la recenser comme telle. L'idée après, ça va être effectivement de la lister dans les variables à mesurer pour pouvoir, et j'en viens à la phase suivante, la phase mesurée, valider les données à collecter. Alors, pourquoi est-ce qu'on commence par recenser les données existantes avant de pouvoir vraiment passer à la mesure? Parce qu'une bonne mesure, une bonne donnée mesurée, ça vaut de l'or. Donc, qu'est-ce qu'on a déjà dans le système d'information, système de production? Comment mesurer d'une manière fiable, qui ait du sens et surtout qui soit comparable, de manière à ne pas mesurer le chargé de mesure, mais vraiment mesurer le processus. Établir donc un plan de collecte de données, le collecter sur la base des premières données, améliorer la collecte. Très franchement, le soin donné à la phase mesure est très important et moi je vois parfois des projets qui s'arrêtent quelque part en phase mesure parce qu'ils se transforment en projet de fiabilisation du système de mesure. On ne peut pas améliorer un processus si on n'a pas des mesures fiables. Et je connais des situations industrielles où la carence des processus de mesure, soit pour des raisons techniques, soit pour des raisons humaines, vient compromettre la suite. Donc voilà, on va vouloir identifier précisément toutes ces données, les mesurer, les collecter en qualité et en quantité suffisante pour déterminer les performances réelles, ce qu'on appelle le niveau de sigma du processus. Et puis on va pouvoir ensuite passer à la phase analysée. Alors, je vais répondre aussi à une question du chat avant de passer à la phase analysée. Quelqu'un demande si le 5S doit être obligatoirement fait avant de faire le DMAIC. Tout à l'heure, je pense que je reviendrai sur cette question, mais on peut déjà répondre en disant que, si vous voulez, dans le DMAIC, bien souvent, il y a une boucle courte d'outils lignes, d'outils de gros bon sens qui permettent de déblayer les choses, parfois avant d'être en mesure d'analyser et de traiter la variabilité. C'est ce qui fait dire à certains, en allant dans une position extrême, qu'il faut avoir fait des années de chantier Lean avant de faire du Six Sigma. C'est vrai que si j'ai un environnement où je dois faire du 5S, c'est-à-dire ordre et propreté, remettre au standard, ranger, y voir clair, supprimer les choses inutiles, bien souvent ça va être utile avant de faire du Six Sigma. Mais je ne voudrais pas subordonner la réalisation de projets Six Sigma à la réalisation de nombreuses campagnes et de transformation Lean, parce que malheureusement parfois nos entreprises face à la situation concurrentielle n'ont pas le temps. Donc parfois il faut profiter d'une dynamique de conduite de projet pour faire une boucle courte et avec la même équipe une boucle un peu plus longue avec des analyses de statistiques. Donc je dirais que c'est la combinaison judicieuse des deux qui peut faire souvent le meilleur résultat. Donc un certain nombre de problèmes liés aux lignes et qu'on peut traiter par des outils lignes et ensuite continuer sur le processus et analyser la variabilité. Dans la phase analysée, on va utiliser toutes les données collectées pour rechercher cette fois à trouver les causes de variabilité pour modéliser le processus. On est donc là dans un monde statistique, on est passé du monde pratique au monde statistique, on a fait un contour. Pourquoi?
parce que dans le monde statistique, on va pouvoir trouver des causes plus facilement que dans le monde pratique. Alors, il faut bien comprendre que la méthodologie des MAIC ne s'adresse pas aux situations où les experts entre eux peuvent trouver les causes racines du problème. Si, en réunissant un groupe de résolution de problèmes, on est capable de résoudre le problème, alors il faut se dépêcher de le faire. Le DMAIC va être utile quand, justement, on a une complexité de ce modèle causal, des relations des X sur les Y, et que finalement, on ne sait pas bien, et surtout, on a des interactions entre les X. C'est-à-dire qu'entre eux, les variables interagissent et ont un impact sur la sortie. Et donc, il va falloir modéliser le processus. Valider les hypothèses, c'est faire des mesures nouvelles pour pouvoir s'assurer que le modèle est bon et qu'il prévoit bien la sortie, parce que là, on va avoir à l'issue de cette phase ce qu'on appelle une solution statistique, c'est-à-dire qu'on saura très pratiquement que, si je prends un exemple, imaginons qu'on dise, on a une hypothèse qui est que le niveau de compétence du hotliner a une importance sur la satisfaction du client dans l'enquête qui suit. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Et si on a démontré par un modèle que c'était vrai, on a gagné 15 points de satisfaction entre un trainer expérimenté et un trainer débutant, encore faut-il pouvoir le prouver. Une fois qu'on l'a prouvé, vient le moment de dégager des solutions. Donc à partir de ce modèle statistique, on va chercher à générer des solutions pratiques, alors par des brainstorming, en utilisant bien sûr le savoir des experts du terrain. Ce n'est pas un logiciel statistique qui va nous trouver des solutions pratiques, c'est évident. C'est évident. Mais ces solutions pratiques, on va s'assurer qu'elles s'appuient sur ce modèle statistique, y compris lorsqu'il a dégagé des constats non intuitifs. Et ça, c'est parfois difficile pour une équipe d'avoir cette discipline-là, mais c'est important. On va sélectionner les solutions, évaluer les risques, déployer ces solutions-là, mettre en œuvre tous les plans d'action, et puis vérifier que les solutions sont efficaces. La phase innovée se termine par une vérification d'efficacité. Pourquoi ça n'est pas du rôle de la phase contrôle, je tiens à le préciser, parce que ici, on va pouvoir terminer par une analyse avant-après, savoir si les solutions ont apporté une véritable amélioration. Mais ensuite vient la phase contrôle et maîtrisée. À la fin de la phase innovée, on avait une solution qui marchait bien sous perfusion et sous les sunlights, on va dire, du projet. Mais si le chef de projet part vers d'autres aventures, que l'équipe est dissoute, est-ce que le processus va rester dans son état amélioré? Rien n'est moins sûr. Rien n'est moins sûr, et c'est justement là que beaucoup d'entreprises régressent et que la pelote se divide à nouveau, et qu'il faut mettre une cale, standardiser et assurer le maintien dans le temps. Ce n'est pas le plus palpitant pour un chef de projet, mais ça fait partie du job. C'est-à-dire que terminer le job, c'est non seulement analyser les statistiques, trouver des solutions, les déployer, voir les résultats, mais c'est aussi faire que lorsqu'on va terminer le projet, des acteurs pérennes, pilotes de processus, acteurs au quotidien, ces acteurs pérennes ont pris la main, ont pris les clés et pilotent réellement le processus. Je regarde le chat et il y a des questions effectivement autour de ces problèmes monovariables, multivariables simples. Un 8D peut suffire. Oui, le 8D suffit. Le 8D suffit. Le 8D, alors le 8D, nous on le fait souvent en DMAIC. Je vais expliquer pourquoi. Parce que le 8D, c'est une méthodologie on pourrait dire équivalente, pour ceux qui ne connaissent pas l'UID, équivalente au PDCA, applicable, mais appliquée et ritualisée dans le monde de l'automobile. Ce qu'on aime bien, c'est d'introduire le DMAIC dès le niveau résolution de problème pour éviter qu'il y ait une sorte de rupture de méthodologie avec deux niveaux dans l'entreprise, un niveau de résolution de problèmes simple avec du PDCA, des UID, et ensuite un niveau qui passerait en DMAIC. Pour éviter qu'il y ait une sorte de fracture entre ces deux niveaux, nous on aime bien introduire le DMAIC assez tôt. Mais voilà, donc le Six Sigma vient effectivement quand on n'a pas pu résoudre les problèmes. Voilà. Et les outils type checklist pour les rebutements de phase, j'en parlerai à la fin, puisque au moment des questions, on sera sûrement amené à parler de la mise en œuvre et de tout ça sur un projet réel. Alors, nous avons maintenant un temps de quiz de connaissances. Donc, Sylvie, si tu veux bien faire avancer les questions, et vous allez avoir l'occasion de vous exprimer. Voilà, vous allez être acteur maintenant. Alors, tout à fait. On va donc vous mettre la petite interface qui permet de répondre au quiz. Et je te laisse, Jean-Louis, du coup, le soin de commenter. Oui, merci Sylvie. Donc, je vous laisse répondre au sondage. Allez-y. Donc, vous êtes 51 participants à l'heure actuelle. Donc, on doit avoir un certain nombre
de réponse. Qu'est-ce que, à votre avis, que le Lean, que le Six Sigma, quel est l'intérêt de combiner le Lean et le Six Sigma, et à quoi servent, d'après vous, les outils? Voilà, je vous laisse répondre en cliquant dans les options. Bon, déjà, le Lean n'est pas une japonaiserie, sauf que peut-être quand même, quelqu'un l'indique. C'est vrai qu'il y a toujours des effets de mode. On peut se dire que Lean Six Sigma, c'est un complot pour vendre du conseil et de la formation. Bon, je ne pense pas que ça aurait eu le succès que ça a eu avec cela. Mais voilà, donc vous avez voté. Je vous laisse encore quelques secondes. Bien, je commence à commenter les premières questions qui sont stabilisées. Le Lean, qu'est-ce que c'est? Clairement, vous voyez, vous répondez pour la totalité des répondants à une méthode efficace d'identification, de réduction des gaspillages et des non-valeurs ajoutées, effectivement. Alors, je voudrais quand même commenter par rapport à la dernière question, le dernier choix de la question, une méthode de cost killing. C'est vrai que parfois, on a cette polémique qui est parfois donnée sur le Lean parce que certains des outils qu'on emploie dans le cost killing sont étrangement les mêmes que ceux du Lean. Lorsque on veut supprimer des postes dans une entreprise et que c'est le seul objectif, on va peut-être aller chercher qu'est-ce qui procure le plus de valeur ajoutée. Mais le Lean n'est pas dans son intention une méthode de cost killing, et j'en veux pour preuve que lorsque on voit la réaction des fondateurs du Lean au Japon sur la façon dont l'Occident parfois l'applique, ils sont très surpris de voir que parfois ça sert de paravent effectivement à ces choses-là. Le Six Sigma, c'est effectivement une méthode reconnue d'amélioration des processus. Alors, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut aborder comme moyen de statistiques complexes? Oui, on pourrait le dire aussi, d'une certaine manière, mais pas forcément que des statistiques complexes. Justement, la différenciation entre Green Belt et Black Belt est là pour ça. L'intérêt de combiner le Lean et le Six Sigma, c'est bien sûr de combiner ce qui est la réduction des gaspillages et des non-verts. C'est un petit peu ce que j'ai expliqué. Alors, je voudrais venir sur mettre en œuvre simultanément tous les outils de la démarche Lean ajoutés à ceux du Six Sigma, parce que c'est une question qui est souvent posée, et c'est vrai que le terme de Lean Six Sigma peut être un petit peu trompeur. Bon, c'est le marché qui recherche ce terme-là, donc nous-mêmes, en interne, on est un peu toujours un petit peu gêné avec ça. Pourquoi? Parce que lorsque quelqu'un s'inscrit par exemple à un de nos stages de formation, il se dit, si je m'inscris à un stage Lean, j'aurai le Lean, si je m'inscris à un stage Lean Six Sigma, j'aurai le Lean plus le Six Sigma. Or en réalité, il n'y a pas de miracle. Le Six Sigma a beaucoup d'outils, il y a un apprentissage substantiel en matière de statistique. Les outils du Lean qui peuvent être abordés dans une formation sur Lean Six Sigma le sont forcément moins qu'à une formation dédiée au Lean. Et d'ailleurs, le DMAIC, avec l'emploi des outils qui est fait au niveau du Lean, les outils Lean vont moins loin. J'ai donné l'exemple tout à l'heure de la VSM. La VSM est réduite aux bornes du processus. Donc quelqu'un qui a une VSM d'entreprise ou de site à faire et qui dit je vais le faire dans un projet Lean Six Sigma, ce n'est pas un projet Lean Six Sigma. Il peut employer peut-être un DMAIC pour établir sa VSM et améliorer, mais ça n'est pas du Lean Six Sigma dans le sens où le Lean Six Sigma nécessite quand même le recueil de données, la recherche des causes avec un modèle causal complexe sur lequel la résolution de problèmes ne suffit pas. Les outils Lean, à quoi servent-ils? Ils servent effectivement à identifier, réduire les gaspillages, les non-valeurs ajoutées. Bon, c'était un petit peu un jeu sur les mots pour faire réfléchir autour de tout ça. Donc voilà, c'était la quatrième question. Je vous invite donc à répondre aux 4 autres questions. Hop, 4 dernières questions. Voilà, merci Sylvie. On fait travailler ce matin, nous c'est notre expérience des solutions de salles virtuelles, de webconférences, de formation en ligne. C'est qu'il faut que les apprenants soient actifs. Donc ce matin, vous êtes un petit peu des apprenants au cours de cette heure passée ensemble. Donc l'usage des statistiques, les solutions déployées dans un projet, le cycle des MAIC
et les types de projets. Donc je laisse encore quelques secondes pour répondre. L'usage des statistiques, effectivement, il s'agit de quantifier l'influence réelle des paramètres, vous avez bien répondu. Certains ont répondu déterminer sur quel problème on va se concentrer, et ce n'est pas une réponse complètement fausse. Je m'explique. On a dans les données disponibles dans le système d'information de l'entreprise, associées à la gestion de la production ou associées au processus d'une manière ou d'une autre, des données que j'appelle des données d'orientation qu'on va pouvoir analyser, sur laquelle on va pouvoir focaliser le choix du projet. Par exemple, avec un diagramme Pareto, on va dire si on veut traiter un problème concernant la qualité et les réclamations, si 80% des problèmes sont sur le produit A et 20% sur le produit B, on peut choisir d'exclure du champ du projet le produit B, en considérant que ça vient surtout du produit A. Donc dans ce sens-là, oui, les statistiques peuvent servir en amont, mais c'est vrai qu'elles vont surtout servir, c'est la réponse principale que vous avez apportée, à quantifier au moment du calcul de ce fameux modèle. Alors, les solutions déployées dans un projet proviennent d'un brainstorming, oui, s'appuyant sur les conclusions de la phase analysée. Alors, déploiement d'objectifs stratégiques, c'est pas faux, mais moi j'ai toujours une petite, vous le sentez, une petite hésitation sur le projet d'équipe qui est un prétexte au simple déploiement d'un objectif business. C'est-à-dire que, oui, il y a des objectifs business, ils entrent en ligne de compte dans la définition du projet, mais les solutions déployées doivent vraiment s'appuyer sur les conclusions de ce qu'on a trouvé, qui peuvent être contre-intuitifs. Donc il n'y a pas de solution connue d'avance, ou alors il n'y a pas de projet Lean Six Sigma. Le cycle d'MAIC, pardon, c'est bien effectivement, vous l'avez indiqué, définir, mesurer, analyser, innover. Hein, donc traduction du Define, Measure, Analyze, Improve, Control en anglais. Et puis avec le DMAIC, on va aborder des projets dans tous les secteurs. C'est vrai qu'on pense souvent à l'industrie, aux grandes séries, mais on va voir tous les secteurs et j'en donnerai des exemples tout à l'heure à travers les exemples de projets. Quelques minutes de chargement, quelques secondes même. Voilà. Oui, je recommence. Je n'avais pas débloqué mon micro, je m'en excuse. Donc, quelques projets dans les 3 sites secteurs, industrie, services et logistique. Un premier projet dans l'aéronautique pour un équipementier fournisseur d'éléments pour les Airbus et les Boeing. Un processus, comme vous le voyez, alambiqué, avec beaucoup d'étapes. Améliorer les performances de résistivité de composites, de carbone, et un projet qui a duré longtemps, mais vous savez qu'en aéronautique, les projets sont longs. J'illustre quelques outils pour vraiment un exemple. Aucune prétention d'exhaustivité dans cette présentation, c'est vraiment quelques flashs. Une charte, vous voyez, assez élaborée, signée, qui confirme et conforte et matérialise un engagement officiel, une analyse des risques du projet, avec une réduction des risques, des protocoles de mesure scientifiquement établis. Et vous voyez ici l'effort qui a été fait pour décrire à la fois au niveau technique, quantifié et avec des photos la façon de bien mesurer les paramètres, y compris avec une étude sur la capacité du processus de mesure qu'on appelle le RER, qui est en bas à droite. Des analyses poussées des paramètres du processus qui indiquent que certains paramètres, contrairement à ce qu'on pouvait croire, ne sont pas corrélés les uns avec les autres. Les résultats du projet, on passe de 15% de rebut à beaucoup moins. Je n'ai pas le chiffre exact là parce qu'il y a des données un peu confidentielles par
par ce niveau-là, je crois que c'était 7% ou quelque chose comme ça. Disons qu'on est arrivé à réduire de moitié les rebuts, je crois que c'est l'ordre de grandeur. Alors imaginez par avion ce que ça donne. Et puis regardez les types de défauts et regardez les réductions drastiques de pourcentage de défauts. Donc un gain total de 170 000 €. Deuxième projet dans le secteur des services, donc il s'agit de collecte et de traitement de déchets. Comme par hasard, l'actualité nous rattrape, top 21. Donc un grand groupe de services, 760 centres de traitement, on achète des matériels roulants, c'est-à-dire des camions, d'évacuation de déchets. Il faut optimiser la gestion des achats de matériel. Donc une équipe se réunit, 2 chantiers se réalisent, il s'agit un peu plus de chantiers lignes que de Six Sigma, mais il y avait quand même des statistiques aussi. Donc on cadre les processus concernés, on brainstorm en équipe. Donc il s'agit d'équipes chargées de l'achat. Là, on ne parle pas des équipes qui travaillent sur le terrain à la collecte, on travaille des achats. Et vous voyez un exemple que j'aime bien de cette matrice-là qui est à gauche de l'écran, c'est qu'on a quantifié l'influence des paramètres du processus sur les sorties. C'est-à-dire qu'on a confirmé ou infirmé certaines hypothèses émises par les experts. Et c'est ça la valeur ajoutée du Lean Six Sigma. Et derrière, standardisation des matériels roulants achetés avec un standard qui est indiqué et dessiné sur la droite de l'écran. Et des méthodes de travail innovantes au passage. Alors vous avez un exemple de ce qu'on appelle l'OBEA Room, c'est-à-dire la salle de commande, donc c'est une salle de réunion. Chaque fois qu'on s'y réunit, on voit des choses au mur. Sur la longueur, il y a le processus actuel. Sur la largeur, il y a le processus cible. Alors, ça permet de voir déjà qu'on l'a réduit. Et on passe de 41 à 27 jours ouvrés dans le projet. On économise 10% de carburant. On gagne 61 000 €. Bon, c'est un projet qui, finalement, ressemble à un projet sur Lean. Il y a eu des dimensions statistiques que je n'ai pas illustrées très en détail, à la différence quand même de ce que j'ai indiqué là, c'est-à-dire que cette matrice-là, d'influence des paramètres sur les sorties, on ne peut pas l'obtenir simplement par des outils Lean. Troisième secteur, à la confluence de l'industrie et du service, la logistique, un site logistique pour l'industrie pharmaceutique, un groupe de transport et de logistique qui prépare, emballe des commandes. On veut améliorer le processus de shipping, donc de préparation et d'expédition des commandes, avec des objectifs ambitieux de 30%. Vous voyez sur la réduction du délai et l'amélioration de la productivité. Des brainstorming. On est sur une industrie de main-d'œuvre avec des gens du terrain qui ont besoin de participer à la fois pour créer des fiches de collecte de données, définir correctement les protocoles de mesure. Le tableau blanc qu'on a en bas à droite, c'était la définition d'un protocole de mesure, c'est-à-dire arriver à bien mesurer quelque chose. Il faut voir qu'en logistique, les événements sont très fugitifs. Dans un entrepôt, les choses se passent vite. Donc il faut être sûr de ne pas avoir de biais de mesure. Et le système d'information, même avec des douchettes et des systèmes automatisés, qu'on appelle les Warehouse Management Systems, ne suffit pas toujours à tout capturer. Donc on analyse les flux, on analyse les déplacements, on fait des cartes de déplacement au sol, des value stream mapping, etc. Et on fait aussi des statistiques. Je ne l'ai pas indiqué là, si ce n'est ici, voilà, les postes d'attente qui ont des dispersions plus importantes. Vous voyez ce qu'on appelle des boîtes à moustaches, à gauche de l'écran. 52 personnes formées, donc c'est quand même assez ambitieux. Un travail aussi sur l'ergonomie des postes. Et on diminue les déplacements de 37%, on supprime les temps d'attente avant emballage de 33% des lignes, on augmente la productivité de 30%. Et vous voyez au cours des 9 mois, les gains cumulés qui augmentent régulièrement pour montrer l'efficacité de la démarche. Alors, à mon sens, il y a 7 points essentiels à retenir sur l'application au projet. Et après, je vais venir sur les problématiques de certification, mais je voulais conclure cette partie sur Lean Six Sigma déjà avec quelques points importants. Et vraiment en prenant la quintessence de ce que j'observe moi depuis une dizaine d'années où je suis acteur dans ce secteur. D'abord, c'est une méthode puissante d'amélioration. Qualité, fluidité, productivité, vélocité, c'est des objectifs du Lean, du Six Sigma, c'est les enjeux de nos entreprises aujourd'hui, début 21e siècle. Un cycle méthodologique rigoureux, le DMIC a fait ses preuves. C'est pas Excel qui l'a inventé. Il est unanimement reconnu, il a des variantes, mais il est reconnu. L'implication du management, le travail d'équipe et la logique de conduite de projet, ça c'est vraiment quelque chose d'important au niveau humain et de la façon de construire. C'est vrai qu'il faut l'implication du management, comme dans toutes les démarches qualité, mais
dans celle-là autant que, si ce n'est plus que les autres. Des outils qui ont beaucoup d'expérience industrielle, quand on prend des outils comme l'AMDEC, on parlait tout à l'heure des 5S, on pouvait parler aussi des 5M ou des 6M avec le diagramme en arête de poisson. On a des outils qui ont 30, 40 ans d'âge, qui ont été publiés dans les années 70 par les Japonais, les Américains. Donc, on a un socle de choses qui ont fait leur preuve. On peut appliquer dans les domaines variés. J'en ai montré sur les 3 premiers secteurs, les technologies de l'information. On a eu un beau projet que je n'ai pas le temps d'exposer là, mais sur la mise en ligne d'annonces immobilières sur des sites, donc dans de l'économie virtuelle complètement dématérialisée. Un retour d'investissement de plusieurs dizaines ou centaines de milliers d'euros par projet, c'est même un critère de lancement de projet. Et puis c'est un complément des méthodes traditionnelles de résolution de problèmes qui servent effectivement à déblayer les sujets. Et donc on peut avoir des fruits plus haut dans l'arbre à l'aide de cette méthode. Alors je vais en venir maintenant à vous expliquer les acteurs de l'INSEE Sigma avec tout ce qui concerne grade, formation, certification, et je zoomerai en particulier sur la certification ISSC, et puis on vous laissera du temps pour les questions-réponses. Alors vous avez un module questions-réponses, certains d'entre vous ont déjà écrit, donc Sylvie est en train de compiler tout ça, et ensuite elle me posera les questions en résumé. N'hésitez pas à le faire pendant que je continue cet exposé. Alors, les acteurs de l'INSEE Sigma, c'est une pyramide de grades et de niveaux. Tout à l'heure, j'en ai un petit peu parlé. Vous avez ici le résumé de la chose. Vous voyez à peu près les temps qui sont nécessaires pour la formation, l'assimilation des différents concepts. Alors la France est un peu particulière parce qu'elle distingue l'industrie du service. Je dis qu'elle est particulière parce que dans d'autres pays et dans les certifications internationales, on n'a pas cette distinction. Donc on va aller demander à quelqu'un qui est dans le secteur des services de maîtriser des choses qu'il pourrait d'ailleurs un jour employer dans le secteur de l'industrie. Vous voyez les ordres de grandeur, ça vous montre que voilà, il y a besoin d'acquérir un véritable savoir-faire, savoir-être. Et pour faire ça, il faut du temps. Et notre pédagogie, nous, c'est la formation-action, c'est-à-dire on se forme en pratiquant soit sur un projet en parallèle qu'on est amené à mener, soit si on n'est pas en situation de faire un projet, soit parce qu'on est un particulier en cours de reconversion, soit parce qu'on est un consultant qui ne peut pas à l'instant T dégager un projet chez ses clients, une étude de cas intégrée à la formation. Donc les modalités de nos formations, c'est des formations inter-entreprises. Donc on en a un certain nombre qui sont ouvertes et je vous invite à consulter notre catalogue et notre site internet. Sylvie en reparlera en conclusion tout à l'heure. Des sessions aussi Master Black Belt puisque le dernier niveau est important et on ouvre régulièrement des sessions avec des gens de niveau Master Black Belt. Également ces formations, on les décline sur mesure pour les adapter à des problématiques particulières au sein des entreprises. Et puis nous disposons aussi d'un e-learning en français sur l'INSEE Sigma. Pourquoi? Parce que parfois la dispersion des chefs de projet d'une entreprise qui sont en raison d'un par site sur un certain nombre de sites, fait que en termes d'indisponibilité à son poste, en termes de frais de déplacement, l'entreprise souhaite que la personne puisse se former à distance. Attention, la formation à distance demande une implication particulièrement volontariste de l'apprenant et donc il ne s'agit pas de se débarrasser à moindre frais du problème en se disant que la personne va se former toute seule le soir et le week-end. Il y a quand même des précautions pour que ça fonctionne bien. On anime des formations en ligne depuis 2000. Je suis tuteur de formation depuis 2000 sur le management de la qualité, donc ça fait bientôt 16 ans d'expérience. J'ai des idées très précises sur les conditions de succès, on pourra en parler à d'autres occasions. Donc les plus de notre offre, c'est une étude de cas proposée en salle, du coaching individualisé à distance, parce que pour réaliser un projet, on peut avoir besoin, au-delà du format, d'avoir aussi du temps de coaching. Et puis un partenariat avec l'université l'INSEE Sigma pour la certification de compétences, mais je vais y venir maintenant en parlant des différentes modalités. Alors, les certifications de compétences arrivent dans le cadre et le contexte aussi d'une réforme de la formation dont certains ont pu entendre parler. Et donc nous avons étendu le dispositif que nous avions d'ores et déjà par un système à 3 volets. Premier volet, la certification par Excel Formation lui-même sur la base de l'assiduité et de la participation du stagiaire et d'un rapport sur la mise en œuvre qu'il a pu faire.
de la méthode, à la fois sur une étude de cas ou sur un projet. Et puis l'évaluation de l'acquis aussi. Ça, c'est une certification que nous délivrons nous-mêmes. Elle vaut ce que peut valoir la déclaration d'un organisme de formation, mais elle est faite de manière professionnelle de toute manière. Ensuite, des certifications tierces parties. Aujourd'hui, une certification, on va dire, de niveau européen francophone principalement, par l'université Lean Six Sigma, qui est une association dont nous sommes membres fondateurs avec MinParisTech, sur la base d'un projet en entreprise et d'une soutenance de l'Enrégerie. Et puis une certification internationale indépendante que je vais développer un peu plus par une association internationale, l'IA-SSC, sur la base d'un examen de connaissances. Alors je vais vous faire un petit zoom sur la certification ISSC, parce que je pense que c'est peut-être la plus nouvelle. XL Formation est le premier organisme français à être devenu Accredited Training Organization, c'est-à-dire que d'autres confrères s'appuient sur des personnes ou des entreprises étrangères. Pour le faire, nous avons, nous, obtenu cela sur notre territoire, et le fait que je sois Accredited Training Associate nous permet de proposer également des examens en salle. C'est-à-dire qu'on est à la fois une association reconnue pour la qualité de ses formations, mais également de pouvoir dérouler des examens. Alors, les examens, on peut les faire en ligne, mais à ce jour, les formations en ligne sont seulement en langue anglaise. Et c'est vrai que au niveau technique demandé, même si on utilise l'anglais dans son travail, je peux vous dire, pour avoir passé l'examen moi-même, afin de devenir ATA, que bon, ça complique quand même les choses, alors même que j'anime des formations en anglais sur le Lean Six Sigma, mais ça complique quand même des choses. Donc si vous voulez la passer en français, nous avons tout un calendrier, renseignez-vous, j'ai ouvert jusqu'en avril 2017 pour ces formations-là. Donc vous avez les exemples là, 2 heures, 60 questions, 230 sur 300 pour être Yellow Belt, et ensuite les autres sur Green et Black Belt. Alors cette certification vous permet d'utiliser aujourd'hui votre CPF, puisque aujourd'hui, si vous voulez utiliser, si vous êtes apprenant, ou si vous avez, pour ceux d'entre vous qui sont responsables de formation, des apprenants, et qu'il est convenu entre l'apprenant et l'entreprise que le compte personnel de formation soit utilisé en tout ou partie pour cette formation, eh bien, cette certification utilise un numéro de CPF et 5 branches quand inscrites à leur inventaire, la métallurgie, l'UMM, et puis 4 autres, donc télécom, industrie chimique, commerce de détail, de gros, alimentaire et miroiterie. Voilà. Donc ça, c'est pour situer cette certification IASSC. Je vais vous laisser maintenant avec Sylvie, qui va récapituler les questions qui étaient dans questions-réponses. Sylvie m'a préparé un bloc-notes. Je te laisse me poser les questions, Sylvie. Alors donc il y a énormément de questions là qui sont arrivées d'un coup d'un seul, donc je vous préviens tout de suite, je pense qu'on n'aura pas le temps de répondre à toutes, mais en tout cas nous allons commencer. Alors donc la première question qui a été posée il y a un moment déjà, dit autrement, pour les problèmes monovariables ou multivariables simples, un 8D peut-il suffire? L'approche DMAIC du 6 sigma vient-elle seulement après? Oui, là j'avais essayé d'y répondre au cours de l'exposé, effectivement, mais oui, on peut le dire. Si la résolution de problème permet de traiter, il ne faut surtout pas employer le DMAIC. Alors, une autre question, existe-t-il des outils type checklist pour réaliser les différentes revues de fin de phase? Oui, c'est ce que nous proposons dans nos formations. Nous avons une 60aine de formulaires associés aux différentes phases. Et chacune des 5 phases se termine par un formulaire qui est la checklist de revue de fin de phase. À l'inverse d'une démarche Lean, dont le but est de déployer sur un site, voire un multisite pour des groupes, l'approche Lean Six Sigma est-elle plutôt limitée à un processus unique? Bonne question. C'est parfois difficile d'identifier ce qu'est un processus unique. Je m'entends. Un processus de vente qui est déroulé par des équipes de vente, un processus de hotline qui est déroulé par des équipes de hotline, est-ce que c'est un ou plusieurs processus? On peut avoir un travail commun, mais après il peut y avoir des facteurs locaux au site, et des explications locales et des facteurs influents et des modèles statistiques locaux au site. Donc c'est au cas par cas qu'il faut le voir. Y a-t-il un délai de passage de niveau à respecter? Alors je pense qu'on fait référence au yellow, green et black.
Est-ce que je pense peut-être la personne veut savoir si on doit peut-être passer d'abord par un yellow pour un green. Enfin bon, si c'est pas ça que la personne précise, s'il vous plaît. Oui, alors moi j'entends qu'entre la formation et l'examen, est-ce qu'il y a du temps maximum? Je vais répondre aux deux. L'enchaînement, on peut directement aller en black sans avoir été yellow ou green, ou on peut monter les escaliers. En ce qui concerne le délai de passage de niveau, non, on peut passer tant qu'on veut l'examen, notamment l'examen ISCC. Alors, nous, dans notre offre, le principe est le suivant. Le premier jeton est gratuit, c'est-à-dire que nous avons inclus dans notre offre le coût de passage d'un examen, mais ensuite, si l'examen est raté la première fois, bien là, il faut le repasser. Et donc là, ce sera à la charge de l'apprenant. Donc, tout notre travail dans la formation, le tutorat au cours de la formation et puis l'éventuel coaching qui a pu être souscrit par l'apprenant, c'est d'arriver à préparer au passage de l'examen dans les meilleures conditions, et nous sommes même en train d'ajuster nos contenus de formation par rapport aux exigences de cet examen, de manière à ce que l'apprenant ait les meilleures chances de le réussir. Alors la certification Master Black Belt est-elle différenciée en Lean, en Six Sigma ou en Lean Six Sigma, ou est-ce la même, et comment se font les passerelles entre une personne formée Black Belt Lean? Prise dans le Lean Six Sigma et amplifie d'autant l'efficacité de la méthode. Alors, il y a une nouvelle question qui est apparue, donc peut-être que la personne n'a pas vraiment compris. Est-ce qu'on peut vraiment passer directement à un niveau black belt ou au green belt? Par contre, il y a quelque chose d'intéressant, c'est comment faire, Jean-Louis, pour savoir si on est, donc la personne demande comment, est-ce qu'il y a des quiz, un QCM, comment savoir si on a le niveau, donc avant de se lancer dans le choix d'un niveau en Lean Six Sigma. Alors, comment savoir si on a le niveau avant de se lancer dans une certification? Ce qu'il faut voir à partir du programme, c'est le niveau de statistique qu'on va viser. Il faut aussi que ça corresponde à un besoin. Alors, si vous êtes dans une entreprise, est-ce que l'entreprise a besoin d'un niveau green ou black belt? Parce qu'un black belt, c'est quelqu'un qui fait des statistiques avancées, il faut qu'il ait un champ d'action et du grain à moudre. Si par contre, vous n'êtes pas en situation d'emploi et que c'est pour votre employabilité, vous avez intérêt à viser le niveau le plus haut, mais derrière, bien sûr, il faut arriver à le réussir. Donc, dans nos formations, on a un système de QCM, c'est-à-dire qu'on a des QCM, on a un QCM final pour situer la connaissance à la fin du cycle, mais on a aussi des questionnements réguliers qu'on est même en train d'intensifier pour les faire quasiment chaque soir en fin de journée, de manière à procurer en permanence un retour à l'apprenant sur son niveau d'acquisition et sur les niveaux de questions. Donc on utilise différentes méthodes pédagogiques pour que les apprenants soient conscients de ce qui est attendu. Donc il y a également sur le site Université Six Sigma des QCM d'entraînement qu'on peut employer. Donc voilà, il y a tous ces moyens-là. Et puis au-delà puis également, il existe, je dirais, dans le domaine public, un certain nombre de quiz sur le Six Sigma auxquels on peut répondre. Il y a même des applications pour smartphone qui font ça. Alors, une autre question orientée sur les gains. Est-ce que les gains annoncés prennent-ils en compte le coût de la mise en œuvre du Lean Six Sigma, le temps de faire des brainstorming, la disponibilité des personnes, etc. Oui, les gains annoncés qui sont dans les trois exemples-là, mais pour tous les projets que nous traitons et pour lesquels nous voyons des certifications, c'est la même chose. Il s'agit sur une année, sur la première année d'exercice du processus amélioré, de prendre le gain net défalqué de la mise en œuvre du projet étant le coût humain en termes de masse salariale, de temps passé, le coût technique éventuellement en termes de matières premières utilisées, créneaux machines employés, outils, appareils de mesure, loués ou achetés. Oui, donc je complète, excusez-moi, j'avais oublié de dire, donc le gain net dans ces conditions, pour un green belt c'est 50 000 euros, pour un black belt c'est 100 000 euros. Alors il ne faut pas voir ces barrières comme étant à 99 000 c'est pas bon, à 120 000 c'est bon, c'est des balises. Disons que si vous avez un projet qui va gagner 3 758 euros, vous aurez du mal à convaincre, et j'espère que vous n'arriverez pas à convaincre, des managers d'y mettre 6 ingénieurs pendant 6 mois.
Alors, il y a plusieurs questions qui se ressemblent parce que du coup, chacun intervient dans un domaine d'activité différent. Donc, on me demande, par exemple, est-ce que la mise en œuvre de Lean Six Sigma est possible dans le domaine de l'IT? J'ai également une demande pour le bancaire, l'assurance et là, tout de suite maintenant, le BTP. Alors, il faut comprendre une chose. Chaque fois qu'il y a un processus récurrent, je dis bien récurrent, qui se répète, alors oui, je peux employer du Lean Six Sigma parce que je vais collecter des données. Dans le bancaire, dans l'assurance, chaque fois qu'il y a des transactions nombreuses, transactions de vente, échange client, customer care, hotline, vraiment des choses qui se répètent, pas de problème. IT, quand je suis sur des processus utiles de type production, traitement de tickets d'appel, pas de problème. Quand je suis dans le bâtiment, si je suis sur des opérations récurrentes et nombreuses, pas de problème. Par contre, quand je suis dans de l'ingénierie, de processus plus lents et de processus avec moins d'occurrences, comme par exemple la réalisation d'un chantier qui prendrait des mois, la réalisation d'un logiciel, d'un développement, même un développement qui serait fait avec des méthodes agiles pour lesquelles on aurait une livraison tous les mois ou toutes les 2 semaines, eh bien là, on ne va pas avoir une masse de données suffisante, on va pouvoir employer certaines techniques de statistiques descriptives, mais on ne pourra pas aller jusqu'à un modèle statistique significatif pour distinguer l'impact des causes du hasard. On n'aura pas la loi des grands nombres, la fameuse loi des grands nombres qui nous dit qu'il nous faut 20 ou 30 observations pour une distribution statistique. Donc, si vous voulez, c'est ça qui va faire la distinction. Donc, ce n'est pas tellement le sujet, c'est quelque part la massification des données. Alors, concernant la certification, est-il possible de la passer plusieurs fois? Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite au passage de la certification, notamment l'ISCC indique que qu'on peut passer autant de fois qu'on veut l'examen, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Alors, je vois que l'heure tourne. Pour ceux qui ont encore quelques minutes, on peut prendre le temps de prendre quelques questions supplémentaires. Alors, comment sélectionner un projet? Alors, on sélectionne un projet sur 3 dimensions essentielles. Première dimension, c'est est-ce que l'organisation englobante est capable d'aider à la réalisation d'un projet de percée? Deuxième solution, le sujet lui-même. Est-ce que ce sujet a une complexité, une disponibilité de données et un thème qui correspond aux exigences? Et troisième sélection du projet, est-ce que le chef de projet envisagé, c'est-à-dire vous-même qui le portez, ou si vous êtes commanditaire, le candidat que vous envisagez pour ce projet-là, a les connaissances, l'appétence, etc. pour être capable d'être un bon chef de projet. Voilà les 3 dimensions. Et donc, nous, on a un outil de sélection qu'on emploie face à nos stagiaires avec 24 questions et un diagramme un Spider en radar pour aider à l'identification des points éventuels de vigilance sur un projet potentiel. Alors, une personne demande s'il est possible d'être certifié uniquement Lean et non pas Lean Six Sigma. Alors bien sûr, aujourd'hui la conférence était sur le thème de la certification Lean Six Sigma, donc je n'ai pas parlé de Lean, mais nous avons des certifications Lean, notamment dans l'université Lean Six Sigma, nous avons des certifications Yellow, Green et Black en Lean, donc effectivement cette certification existe aussi. Ce n'est pas l'objet de la conférence d'aujourd'hui, mais il n'y a pas de problème là-dessus. Très bien, merci Jean-Louis, merci aussi d'avoir pris le temps de dépasser un petit peu sur l'horaire pour répondre à toutes ces questions. Comme je vous le disais, on n'a pas pu répondre à la totalité donc, des questions posées. N'hésitez pas du coup à revenir vers nous si vous le souhaitez par téléphone ou par mail. Pour les questions donc, très précises qui ont été posées auxquelles on n'a pas apporté de réponse, on le fera, je pense, soit Jean-Louis, soit notre service commercial via donc, votre adresse mail. Je vous invite également à donc, consulter le programme des prochains événements. Alors j'ai un petit souci de réseau, est-ce que tu peux passer? Ah, ça, une petite coupure. Oui. Donc nos prochaines webconférences qui auront lieu donc les prochains mois. Alors la prochaine aura lieu en mars, le 11 mars. Elle portera sur la modalité de formation intra-entreprise, donc en tant que formation sur mesure. Et puis la formation flash, donc comme celle-ci, mais alors aux outils du Lean, avec également une mention spéciale pour la certification, aura lieu le 8 avril. Donc pour toutes les questions qui ont été posées concernant le Lean Management, n'hésitez pas à vous inscrire à celle-ci. Et puis donc d'autres dates de webconférences, webformations suivront. Le cas
Zen en mai et puis également la MSP en juin. Et bien sûr, donc il y a tout un programme annuel qui est en ligne sur notre site xlgroup.com/événements. Donc n'hésitez pas à consulter cette rubrique. Je vous invite également à consulter notre blog d'experts. Alors là, je ne l'ai pas mentionné sur ce slide, mais c'est un blog qui est donc dédié au Lean et au Lean Six Sigma, qui s'appelle donc Parlons Lean. Donc n'hésitez pas à vous connecter à ce site également. Donc n'hésitez pas à nous contacter. Notre équipe est là pour vous aider, pour répondre à vos questions et bien sûr pour vous former et puis vous permettre d'obtenir vous aussi votre certification Lean Six Sigma ou Lean. Merci encore Jean-Louis, merci à tous. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter donc une très bonne fin de journée et vous dire à bientôt. Au revoir. Au revoir.